Chapitre 3. La force qui détermine votre vie. Elle courait depuis une demi-heure lorsque le drame se produisit. Soudain, une douzaine d'adolescents se mirent à courir vers elle. Et avant qu'elle ne comprenne ce qui se passe, ils se jetèrent sur elle, la poussèrent dans les buissons et se mirent à la frapper avec un tuyau de plomb. L'un des garçons lui asséna des coups de pied au visage et elle saigna vite abondamment. Puis, ils la violèrent, la sodomisèrent et l'abandonnèrent. Vous avez certainement entendu parler de ce crime tragique et inimaginable commis à Central Park il y a quelques années. J'étais à New York ce soir-là. Non seulement la sauvagerie de l'attaque, mais encore l'identité des agresseurs me laissèrent pantois. C'étaient des garçons de 14 à 17 ans. Contrairement aux idées reçues, ils n'étaient ni pauvres ni issus d'un milieu violent. Ils fréquentaient l'école privée, adhéraient à la Little League et prenaient des leçons de tuba. Ces garçons n'étaient pas sous l'influence d'une drogue, pas plus qu'ils n'avaient agi pour des motifs raciaux. Ils avaient attaqué et presque tué cette jeune femme de 28 ans pour une seule et unique raison, par plaisir. À 400 km de là, dans la capitale américaine, un jet s'écrasait peu après le décollage au cours d'une violente tempête de neige. L'avion avait heurté le pont enjambant le Potomac à l'heure de pointe. Alors que la circulation s'enchevêtrait, provoquant d'énormes embouteillages, les secouristes arrivèrent sur les lieux, et le pont fut en proie à la confusion et à la panique. Les pompiers et les services paramédicaux, accablés par l'ampleur des dégâts, durent plonger à plusieurs reprises dans le Potomac pour tenter de sauver les victimes de l'écrasement. Un homme passa plusieurs fois son gilet de sauvetage à d'autres, sauva ainsi bien des vies mais perdit la sienne. Quand l'hélicoptère de secours parvint jusqu'à lui, il avait glissé sous la surface glacée de l'eau. Cet homme avait donné sa vie pour sauver celle de parfaits étrangers. Qu'est-ce qui l'avait poussé à accorder une valeur tellement grande à la vie d'autres personnes des inconnus, au point de donner sa propre vie? Qu'est-ce qui fait qu'une personne ayant d'excellents antécédents peut se conduire sauvagement et sans remords, tandis qu'une autre donne sa vie pour sauver de parfaits étrangers? De quelle étoffe sont faits les héros, les salauds, les criminels ou les collaborateurs? Qu'est-ce qui fait que les gens agissent différemment? Toute ma vie, j'ai cherché passionnément la réponse à ces questions. Une chose est certaine, les êtres humains ne sont pas des créations du hasard. Tout ce que nous le faisons pour une raison précise. Nous ne sommes peut-être pas conscients des raisons pour lesquelles nous agissons. Mais il n'y a pas de doute qu'une force motrice anime tous les comportements humains. Cette force agit sur chaque aspect de notre vie, de nos relations et de nos finances jusqu'à notre corps et notre cerveau. Quelle est cette force qui nous contrôle en ce moment même et qui continuera de nous contrôler jusqu'à la fin de notre vie? La douleur et le plaisir. Tous nos actes sont motivés par le souci d'éviter la douleur ou de rechercher le plaisir. Les gens me parlent si souvent des changements qu'ils veulent réaliser dans leur vie, mais qu'ils n'arrivent pas à mener à bien. Ils se sentent frustrés, accablés et même furieux contre eux-mêmes parce qu'ils savent qu'ils doivent agir, mais ne peuvent s'y résoudre. Il y a une raison très simple à cela. Ils tentent sans cesse de modifier leur comportement, c'est-à-dire les faits, plutôt que de régler la cause qui sous-tend leur comportement. Vous pourrez, dès que vous aurez compris et utilisé les forces de la douleur et du plaisir, vous permettre d'effectuer les changements et les améliorations durables que vous souhaitez pour vous et pour votre entourage. Le fait de ne pas comprendre cette force vous condamne à vivre en réaction, comme un animal ou une machine. J'ai peut-être l'air d'exagérer, mais pensez un instant à cela. Pourquoi ne faites-vous pas certains gestes que vous savez nécessaires? En effet, qu'est-ce que temporiser? C'est ne pas faire une chose qu'on sait devoir faire. Et pourquoi ne pas le faire? La réponse est simple. En votre fort intérieur, vous croyez qu'entreprendre immédiatement cette action sera plus pénible que la remettre à plus tard. Pourtant, vous est-il déjà arrivé de reporter la réalisation d'un objectif si longtemps que vous éprouvez soudain le besoin de passer à l'action et d'en finir? Que s'est-il passé? Vous avez changé votre perception de la douleur et du plaisir. Un homme qui souffre avant le temps souffre plus que nécessaire. Sénèque. Qu'est-ce qui vous empêche d'aborder l'homme ou la femme de vos rêves? Ou de lancer l'entreprise à laquelle vous songez depuis de nombreuses années? Pourquoi différez-vous sans cesse ce régime alimentaire? Pourquoi ne terminez-vous pas votre thèse? Pourquoi n'avez-vous pas pris soin de vos investissements? Qu'est-ce qui vous empêche de faire le nécessaire pour que votre vie ressemble en tout point à celle que vous imaginez? La réponse est simple.
Tout en étant conscient que ces actions vous seraient bénéfiques et vous seraient agréables, vous hésitez tout simplement parce que vous associez davantage de souffrance au fait d'agir maintenant qu'au fait de manquer une occasion. Après tout, que se passerait-il si vous abordiez cette personne et qu'elle vous rejetait? Si votre nouvelle entreprise se soldait par un échec et que vous perdiez la sécurité de votre emploi actuel? Si vous entamiez ce régime alimentaire et souffriez de la faim pour, en fin de compte, reprendre tout le poids perdu? Et si vous placiez votre argent et le perdiez? À quoi bon essayer dans ce cas? Pour la plupart des gens, la crainte de perdre surpasse de loin le désir de gagner. Qu'est-ce qui vous stimulerait davantage? Empêcher quelqu'un de voler l'argent que vous avez gagné au cours des 5 dernières années ou la possibilité de gagner ce même montant au cours des 5 prochaines années. Ainsi, la plupart des gens préfèrent travailler pour conserver ce qu'ils ont acquis plutôt que de prendre les risques nécessaires pour obtenir ce qu'ils veulent vraiment dans la vie. Souvent, une question intéressante surgit quand on discute de ce double pouvoir qui nous gouverne. Comment se fait-il que les gens souffrent mais ne font rien pour changer les choses? C'est qu'ils n'ont pas encore assez souffert. Ils n'ont pas atteint ce que j'appelle un seuil émotionnel. Si vous avez enfin décidé d'utiliser votre pouvoir d'agir et de changer votre vie, c'est sans doute parce que vous avez atteint un niveau de douleur inacceptable pendant que vous viviez une relation pénible avec les autres. Nous avons tous dit à un certain moment de notre vie, « J'en ai assez, plus jamais, cela doit changer tout de suite. » C'est le moment merveilleux où la douleur devient notre amie. Elle nous incite à prendre de nouvelles initiatives et à chercher à obtenir de nouveaux résultats. La force qui nous incite à agir est encore plus grande si, en même temps, nous anticipons l'énorme plaisir qu'apportera ce changement dans notre vie. Ce processus ne se limite certainement pas aux relations avec les autres. Vous avez peut-être atteint une limite. Vous n'acceptez plus de vous coincer dans les sièges d'avion, d'étouffer dans vos vêtements et d'être épuisé en montant un escalier. Vous avez dit « j'en ai assez » et vous avez pris une décision. Qu'est-ce qui a motivé cette décision? C'est le désir de chasser la douleur de votre existence et d'y rétablir le plaisir. Celui d'être fier, d'être à l'aise, de vous estimer, de vivre comme vous le voulez. Certes, il existe de nombreux degrés de douleur et de plaisir. Ainsi, se sentir humilié est une forme intense de douleur émotionnelle. Un sentiment de gêne est également douloureux. De même que l'ennui. Certains sentiments sont moins intenses que d'autres, mais ils influencent tout de même nos décisions. De plus, le plaisir a un rôle à jouer dans nos décisions. Ainsi, notre dynamisme vient, en grande partie, du fait que nous anticipons que nos actions nous mèneront à un avenir encore plus irrésistible, que le travail accompli aujourd'hui en vaut vraiment la peine, que les récompenses du plaisir ne sont pas très loin. Pourtant, il existe aussi de nombreux degrés de plaisir. Par exemple, le plaisir de l'extase, que tout le monde ou presque s'accorde à trouver intense, est parfois surpassé par le plaisir du confort. Ces divers degrés de plaisir dépendent, de plus, de chacun d'entre nous. Si, par exemple, vous longez un parc où on joue une symphonie de Beethoven à l'heure du déjeuner, arrêterez-vous pour écouter? Cela dépendra surtout de l'importance que vous accordez à la musique classique. Certains abandonnent tout pour pouvoir écouter les vaillantes mesures de la symphonie héroïque, car pour eux, Beethoven est synonyme de pur plaisir. Pour d'autres, cependant, écouter de la musique classique est aussi excitant que de regarder une peinture séchée. Pour elles, supporter la musique signifierait se faire torturer, de sorte qu'elles retournent vite à leur travail. De même, bien des mélomanes qui adorent la musique classique ne s'arrêteraient pas pour écouter. Car, il se peut que la douleur anticipée d'arriver en retard au travail surpasse le plaisir qu'ils auraient à entendre les mélodies familières. Ou peut-être croient-ils que s'arrêter pour écouter de la musique au beau milieu de l'après-midi serait gaspiller un temps précieux. Et la douleur de commettre un acte frivole et inapproprié surpasse le plaisir que pourrait leur procurer cette musique. Chaque jour de notre vie est fait de ces négociations psychiques. Nous pesons constamment chacun de nos gestes, ainsi que les répercussions qu'ils auront sur nous. La leçon la plus importante de la vie. Donald Trump et Mère Teresa sont mus par une force tout à fait identique. Vous allez me dire, êtes-vous tombé sur la tête, Tony? Il n'y a pas deux êtres plus différents. Il est vrai que ces deux personnes professent des valeurs diamétralement opposées, mais toutes deux sont gouvernées par la douleur et le plaisir. Leur vie est déterminée par ce qui leur procure plaisir et souffrance.
La leçon la plus importante que nous puissions apprendre dans la vie est de découvrir nos sources de plaisir et de souffrance. Cette leçon est différente pour chacun d'entre nous et c'est ce qui explique pourquoi nos comportements le sont également. Quels sont les motifs qui ont gouverné Donald Trump toute sa vie? Il éprouve le plaisir de posséder les yachts les plus gros et les plus chers, d'acheter les édifices les plus extravagants, en négociant les ententes les plus rusées, bref, en accumulant les jouets les plus gros et les meilleurs. Aussi, à quoi a-t-il appris à lier la douleur? Lors d'interviews, il a révélé que rien ne le faisait plus souffrir dans la vie que d'arriver second dans quoi que ce soit. Pour lui, cela équivalait à un échec. En fait, sa plus grande soif de réussite provient de l'effort qu'il met à éviter cette douleur. Celle-ci est une source de motivation beaucoup plus puissante que la recherche de plaisir. Bon nombre de ses concurrents se sont grandement réjouis de la souffrance que causa à Trump l'effondrement d'une grande partie de son empire financier. Plutôt que de le juger, vous ou quiconque, il est préférable d'essayer de comprendre ce qui motive ses actes et de manifester de la compassion pour sa réelle souffrance. Considérez maintenant Mère Teresa. Voilà une femme qui est si profondément engagée dans son action que la souffrance des autres la blesse. Elle souffre de voir l'injustice du système de castes indiens. Elle a découvert qu'en s'efforçant d'aider les autres, elle apaisait leur souffrance de même que la sienne. Mère Teresa a trouvé un sens profond à sa vie dans l'un des quartiers les plus pauvres de Calcutta. La cité de la joie, qui croule sous des milliers de réfugiés affamés et malades. Pour elle, le plaisir c'est peut-être de marcher dans la boue, les eaux d'égout et la fange jusqu'aux genoux pour se rendre dans une hutte sordide et soigner les bébés et les enfants dont les minuscules corps sont ravagés par le choléra et la dysenterie. Elle est gouvernée par le puissant sentiment qu'aider les autres à sortir de leur misère allège sa propre souffrance. Qu'en les aidant à améliorer leurs conditions de vie en leur faisant plaisir, elle se fera plaisir à elle-même. Elle a appris que se donner aux autres est le plus grand bien que l'on puisse se faire. Cela donne un sens à sa vie. Bien que la plupart d'entre nous associent difficilement la sublime humilité de Mère Teresa au matérialisme de Donald Trump, il ne faut pas oublier que ces deux êtres ont façonné leur avenir sur ce qui les engage dans plaisir et douleur. Il est sûr que leurs antécédents et leur milieu ont joué un rôle dans ces choix mais, en dernier ressort, ils ont décidé consciemment ce pourquoi ils devaient se punir ou se récompenser. Ce à quoi nous associons douleur et plaisir détermine notre destin. Si la qualité de ma vie a énormément changé, c'est que j'ai commencé très tôt à retirer un énorme plaisir à apprendre. J'ai compris que la découverte d'idées et de stratégies susceptibles d'influencer le comportement et les émotions des autres pouvait me donner presque tout ce que je voulais dans la vie. Cela pouvait éloigner la douleur et m'apporter le plaisir. Découvrir les secrets qui se cachent derrière nos actions pouvait améliorer ma santé et ma forme physique, et m'attacher plus profondément aux êtres que j'aimais. Apprendre me permettait de donner quelque chose. C'était le moyen de contribuer entièrement à aider mon entourage. J'en tirais un sentiment de joie et de réalisation personnelle. De plus, j'ai découvert une forme de plaisir encore plus puissante, en partageant passionnément mes connaissances. Quand je me suis aperçu que le savoir que je partageais avec les autres les aidait à améliorer leur qualité de vie, j'ai découvert le degré suprême du plaisir et le but de ma vie a commencé à évoluer. Quelles sont les expériences de douleur et de plaisir qui ont transformé votre vie? Le fait, par exemple, d'associer la douleur ou le plaisir à la drogue a certainement influé sur votre avenir. Il en va de même des émotions que vous avez appris à associer aux cigarettes ou à l'alcool ou à votre entourage, ainsi que les notions de don de soi ou de confiance en soi. Si vous êtes médecin, n'est-il pas vrai que si vous avez décidé il y a bien longtemps de faire une carrière en médecine, c'est en partie parce que cela contribuerait à votre bien-être? Tous les médecins auxquels j'ai parlé éprouvent un énorme plaisir à aider les gens, de soulager la douleur, de guérir la maladie et de sauver des vies. Souvent, la fierté d'être un membre respecté de la société était une source supplémentaire de motivation. Les musiciens se consacrent à leur art parce que peu d'autres choses leur procurent autant de plaisir. De même, les PDG des plus prestigieuses sociétés ont appris à associer le plaisir à la prise de décision, ce qui permet de créer des choses exceptionnelles et d'améliorer profondément la vie des gens. Songez aux associations restreintes qu'ont fait des gens comme John Belushi, Freddie Prinze, Jimi Hendrix, Elvis Presley, Janis Joplin et Jim Morrison entre plaisir et douleur. Avoir associé la drogue à une évasion,
à une solution miracle ou à une manière de fuir la souffrance pour obtenir un plaisir temporaire à entraîner leur perte. Ils ont payé le prix le plus élevé qui soit pour ne pas avoir gouverné leur esprit et leurs émotions. Pensez à l'exemple qu'ils ont donné à des milliers de fans. Pour ma part, je n'ai jamais pris de drogue ou d'alcool. Je garde en mémoire une image particulièrement vive de la mère de mon meilleur ami. Elle pesait plus de 140 kilos et buvait sans arrêt. Chaque fois qu'elle me voyait, elle cherchait à m'étreindre et bavait sur moi. Encore aujourd'hui, une haleine qui sent l'alcool me donne la nausée. Pour la bière, cependant, c'était une autre histoire. Quand j'avais environ 11 ou 12 ans, je ne considérais pas la bière comme une boisson alcoolisée. Après tout, mon père en buvait et ne devenait ni détestable, ni dégoûtant. En fait, il était même un peu plus drôle quand il en avait bu quelques-unes. De plus, j'associais le plaisir au fait de boire parce que je voulais ressembler à papa. Boire de la bière pouvait-il vraiment me rendre comme papa? Non, mais nous créons souvent de fausses associations dans notre esprit, des neuroassociations, sur ce qui nous causera de la douleur ou du plaisir dans la vie. Un jour, je demandai une bière à maman. Elle commença à dire que ce n'était pas bon pour moi. Mais elle perdait son temps, car mon idée était faite. Et ce que j'avais pu observer chez mon père contredisait nettement ses propos. Nous ne croyons pas ce que nous entendons. Nous sommes persuadés que nos perceptions sont justes, et ce jour-là, j'étais certain que boire de la bière était la prochaine étape de ma croissance personnelle. Finalement, maman se rendit compte que j'irais probablement boire ailleurs si elle ne me permettait pas cette expérience inoubliable. D'une certaine façon, elle se rendait compte qu'elle devait changer l'image que j'associais à la bière. Elle me dit donc, « C'est bon, tu veux boire de la bière pour être comme ton père? Eh bien, tu devras en boire tout comme ton père. » Je dis, « Qu'est-ce que ça veut dire? » Ce à quoi elle riposta, « Tu devras boire les 6 bières du paquet. » Je répondis, « Pas de problème. » Elle poursuivit, « Non, dit-elle, en voici une autre et elle la décapsula. Après la 3e ou 4e bière, je commençais à avoir la nausée. Vous devinez sans doute ce qui arriva ensuite. Je vomis sur mes vêtements et sur la table de la cuisine. C'était dégoûtant et surtout il fallait tout nettoyer. J'associai aussitôt l'odeur de la bière aux vomissures et à d'horribles sensations. Je ne faisais plus aucune association d'esprit à boire de la bière. J'avais créé une association émotionnelle dans mon esprit, une neuroassociation qui régirait sans équivoque mes décisions futures. Ainsi, je n'ai jamais pris une gorgée de bière depuis. Les liens que nous faisons avec la douleur et le plaisir peuvent-ils vraiment produire un effet d'entraînement dans notre vie? Et comment? Cette neuroassociation avec la bière a influencé bon nombre de mes décisions. Les élèves que j'ai choisis comme camarades à l'école, ma façon d'apprendre à m'amuser. Je ne prenais pas d'alcool. Je me servais de l'apprentissage, du rire, des sports. J'ai appris également que cela me procurait une sensation incroyable d'aider les autres, de sorte que je suis devenu à l'école le gars à qui tout le monde venait confier ses problèmes. Les aider à régler leurs problèmes leur permettait aussi bien à eux qu'à moi d'être bien. Certaines choses n'ont pas changé avec les années. Par ailleurs, à la suite d'une expérience semblable, je n'ai jamais non plus consommé de drogue. Quand j'étais en 3e ou 4e année, des policiers sont venus à l'école nous montrer des films sur les risques associés à la consommation de drogue. J'ai vu des gens se shooter, s'évanouir, flipper et se jeter par la fenêtre. Comme, étant tout jeune, j'associais la drogue à la laideur et à la mort, je n'en ai jamais essayé. J'ai eu la chance, grâce aux policiers, de former des neuroassociations pénibles avec l'idée de consommer de la drogue. C'est pourquoi, je n'ai même jamais envisagé cette hypothèse. Quelles leçons tirer de tout cela? Simplement ceci. Quand on associe une grande souffrance à un comportement ou à un modèle émotionnel, on évite ce comportement ou ce modèle à tout prix. On peut utiliser ce principe pour maîtriser les forces de la souffrance et du plaisir afin de modifier pratiquement tous les aspects de sa vie, de l'habitude d'hésiter jusqu'à l'usage de la drogue. Comment faire? Disons, par exemple, que vous voulez empêcher vos enfants de prendre de la drogue. Il faut agir avant qu'ils n'en fassent l'expérience et qu'on ne leur enseigne à associer faussement les drogues au plaisir. Ma femme, Becky, et moi avons convenu que la façon la plus efficace de nous assurer que nos enfants ne prendraient jamais de drogue était de l'associer à une grande douleur.
Nous savions que quelqu'un d'autre pouvait les convaincre qu'elle constituait un excellent moyen d'échapper à la souffrance, à moins qu'on leur ait enseigné où menait vraiment la drogue. Pour accomplir cette tâche, j'ai fait appel à un vieil ami, le capitaine John Rondon de l'Armée du Salut. Pendant des années, j'ai soutenu John qui aidait les sans-abri de South Bronx et de Brooklyn à changer leur vie en élevant leur idéal, en modifiant les croyances qui les limitaient et en renforçant leur autonomie. Becky et moi sommes très fiers des gens qui ont utilisé nos enseignements pour aider et améliorer la qualité de vie de ces gens. J'ai toujours considéré mes visites à ces gens comme une façon de rendre ce que j'avais reçu. En même temps, cela me permettait de me rappeler mon état de privilégié. Cela me fait aimer la vie que je mène tout en y recueillant un certain équilibre et élargit mes horizons. J'expliquai mes objectifs au capitaine John et il organisa pour mes enfants une visite qu'ils n'allaient jamais oublier, car elle leur montrerait clairement les dommages que causent les drogues au cerveau humain. Cela commença par la visite d'un immeuble de rapport délabré et infesté de rats. Nous ne fûmes pas sitôt entrés que mes enfants furent assaillis par la puanteur des planchers imbibés d'urine, par le spectacle de toxicomanes qui se piquaient sans s'occuper de ceux qui les regardaient, et d'enfants qui se prostituaient en sollicitant les passants, ainsi que par les pleurs d'enfants abandonnés. Ils apprirent à associer la drogue à l'anéantissement intellectuel, affectif et au délabrement du corps. Cela se passait il y a 4 ans et demi. Bien qu'on leur ait souvent offert de la drogue depuis, ils n'y ont jamais touché. Ces puissantes neuroassociations ont influencé de façon certaine leur avenir. Si un élément externe vous fait souffrir, votre douleur n'est pas causée par cet élément comme tel, mais par votre propre jugement de cet élément. Et vous avez le pouvoir d'annuler celui-ci à tout moment. Marc Aurèle. Nous sommes les seuls êtres de cette planète à mener une vie intérieure tellement riche que ce ne sont pas les événements, mais plutôt la façon dont nous les interprétons qui détermine ce que nous pensons de nous-mêmes ainsi que nos comportements futurs. L'un des traits qui fait de nous des êtres exceptionnels est notre merveilleuse aptitude à nous adapter, à transformer et à manipuler des objets ou des idées pour les rendre plus agréables ou plus utiles. La plus importante de nos facultés d'adaptation est notre aptitude à prendre l'expérience brute de notre vie, de la confronter à d'autres expériences et d'en tirer un tissu kaléidoscopique de valeurs tout à fait unique au monde. Seuls les êtres humains peuvent, par exemple, modifier leurs associations de manière à transformer la douleur physique en plaisir et vice-versa. Pensez à ce prisonnier qui fait la grève de la faim. Pour défendre sa cause, il survit 30 jours sans nourriture. Sa douleur est considérable, mais elle est compensée par le plaisir et le sentiment d'estime de soi que lui apporte l'attention du monde entier pour sa cause. Sur le plan plus personnel et plus commun, les gens qui s'astreignent à de rigoureux programmes d'exercice, afin de sculpter leur corps, ont appris à associer un plaisir immense à la douleur de l'effort physique. Ils ont converti l'inconfort de la discipline en satisfaction de grandir. C'est pourquoi leur comportement est conséquent, de même que leurs résultats. Grâce à la force de notre volonté, nous pouvons donc évaluer la douleur de la faim, par exemple, et la douleur psychique qu'entraînerait le renoncement à un idéal. À un niveau plus élevé, nous pouvons sortir de la boîte de Skinner et prendre le contrôle. Mais, si nous négligeons d'orienter nos propres associations à la douleur et au plaisir, nous ne vivons pas mieux que des animaux ou des machines, car nous réagissons sans cesse à notre environnement en laissant les événements déterminer le sens et la qualité de notre vie. En retournant dans la boîte, c'est comme si on était un ordinateur public placé à la disposition d'un grand nombre de programmeurs amateurs. Notre comportement, tant conscient qu'inconscient, a été conditionné par la douleur et le plaisir provenant de multiples sources. Camarades d'enfance, père et mère, professeurs, entraîneurs, héros du cinéma et de la télévision. Vous savez peut-être précisément quand a eu lieu ce conditionnement ou peut-être l'ignorez-vous. Il peut s'agir de paroles prononcées par quelqu'un, d'un incident survenu à l'école, d'un événement sportif où vous avez mérité un prix, d'un moment embarrassant, de bons ou de mauvais résultats scolaires. Tous ces éléments ont contribué à former la personne que vous êtes aujourd'hui. Je n'insisterai jamais assez sur le fait que ce à quoi vous associez la douleur et le plaisir déterminera votre avenir. En faisant une rétrospective de votre vie, vous souvenez-vous des événements qui ont formé vos neuroassociations, déclenchant ainsi la chaîne de causes et d'effets qui vous a conduit là où vous êtes aujourd'hui? Quel sens donnez-vous à ces événements? Si vous êtes célibataire, envisagez-vous ardemment le mariage comme une joyeuse aventure avec le compagnon ou la compagne de votre vie?
Ou, au contraire, appréhendez-vous le mariage? En vous attablant le soir, avalez-vous votre repas simplement dans le but de vous nourrir ou le dévorez-vous comme s'il était votre seul plaisir? Les hommes, comme les femmes, suivent beaucoup plus souvent leur cœur que leur raison. Lord Chesterfield. Bien que nous préférerions le nier, notre comportement est régi davantage par notre réaction instinctive à la douleur et au plaisir que par des calculs intellectuels. Sur le plan intellectuel, nous savons que le chocolat est mauvais pour la santé, mais nous en mangeons quand même. Pourquoi? Parce que nous ne sommes pas tellement gouvernés par notre savoir intellectuel, mais bien par ce à quoi nous avons appris à associer douleur et plaisir dans notre système nerveux. Ce sont nos neuroassociations, c'est-à-dire les associations que nous avons formées dans notre système nerveux, qui déterminent nos actes. Même si nous préférons croire que c'est notre intellect qui nous gouverne, ce sont, en fait, nos émotions, les sensations que nous associons à nos pensées, qui le font dans la plupart des cas. Bien souvent, nous essayons d'outrepasser ces associations. Nous suivons un régime alimentaire pendant un certain temps, nous avons fini par nous décider parce que nous ne voulions plus souffrir. Nous réglons le problème pour l'instant, mais si nous n'en éliminons pas la cause, il fera surface à nouveau. Ainsi, pour qu'un changement soit durable, nous devons associer de la douleur à notre ancien comportement et du plaisir au nouveau, et maintenir ce comportement jusqu'à ce qu'il devienne cohérent. N'oubliez pas que nous sommes tous prêts à faire davantage pour éviter la douleur que pour obtenir du plaisir. Avec de la volonté, nous parvenons à suivre un régime sans tenir compte de la douleur à court terme. Mais nous abandonnons aussitôt ce régime parce que nous associons encore de la douleur à la privation d'aliments riches. Pour que ce changement soit durable, nous devons associer de la douleur à la consommation de ces aliments, afin de ne plus en avoir envie, et associer le plaisir à la consommation d'aliments nourrissants. Les gens minces et en bonne santé croient que seule la minceur a meilleur goût. En outre, ils adorent les aliments nourrissants. En fait, ils associent souvent du plaisir au fait de repousser leur assiette à moitié pleine. Cela illustre, pour eux, qu'ils décident de leur vie. En réalité, nous pouvons apprendre à conditionner notre esprit, notre corps et nos émotions de façon à associer de la douleur ou du plaisir à ce que nous voulons. En modifiant nos associations, nous changerons instantanément nos comportements. En ce qui concerne la cigarette, par exemple, il suffit d'associer une douleur et un plaisir assez grand au fait de fumer et de cesser de fumer. Vous avez l'aptitude pour le faire tout de suite, mais vous ne l'exercerez peut-être pas parce que vous avez habitué votre corps à associer plaisir et cigarette. Au contraire, vous craignez que renoncer à la cigarette vous soit trop pénible. Pourtant, parlez à un ex-fumeur et vous verrez qu'il a modifié son comportement en un instant, c'est-à-dire le jour où il a véritablement changé ce que fumer signifiait pour lui. Si vous n'avez pas de programme pour votre vie, quelqu'un en a un pour vous. Le rôle de l'avenue Madison est d'influencer ce à quoi nous associons la douleur et le plaisir. Les agences de publicité comprennent très bien que ce n'est pas tant notre intellect qui nous gouverne que les sensations que nous associons à leurs produits. De ce fait, ils sont devenus experts dans l'art d'utiliser de la musique enlevée ou apaisante, des images rapides ou élégantes, des couleurs brillantes ou tamisées et un ensemble d'éléments propres à nous placer dans des états affectifs particuliers. Puis, quand nos émotions sont à leur comble, que nos sensations sont les plus intenses, ils projettent d'une manière rapide et continue une image de leur produit jusqu'à ce que nous l'associons à ces sensations désirées. Pepsi a brillamment employé cette stratégie afin d'enlever une part enviable du lucratif marché des boissons gazeuses à son principal concurrent, Coca-Cola. Pepsi observa le succès phénoménal de Michael Jackson, un jeune homme qui avait passé sa vie à apprendre comment intensifier les émotions des gens grâce à sa façon d'utiliser sa voix, son corps, son visage et ses gestes. Sa manière de danser et de chanter suscitait un immense sentiment de bien-être chez des milliers de gens, lesquels achetaient ses albums pour retrouver cette sensation. Les dirigeants de Pepsi se demandèrent comment faire pour que leurs produits provoquent les mêmes sensations. Ils se disaient que si les consommateurs associaient les mêmes sentiments agréables au Pepsi qu'à Michael Jackson, ils se jetteraient sur cette boisson tout comme ils achetaient ses albums. Attacher de nouveaux sentiments à un produit ou à une idée ne peut se faire sans le transfert intégral nécessaire au conditionnement de base, que je vous expliquerai plus en détail au chapitre 6, quand nous étudierons la science du conditionnement neuroassociatif. Mais, pour l'instant, pensez à ceci. Chaque fois que nous nous trouvons dans un état affectif intense, que nous éprouvons de violentes sensations de douleur ou de plaisir,
Tout événement unique simultané créera un lien neurologique dans notre cerveau. En conséquence, chaque fois que cet événement unique se reproduira par la suite, nous retrouverons cet état émotif. Vous avez probablement entendu parler d'Ivan Pavlov, un scientifique russe qui, vers la fin du XIXe siècle, fit des expériences sur la réponse conditionnée. Sa plus célèbre expérience était celle où il sonnait une cloche en donnant de la nourriture à un chien, ce qui stimulait la salivation du chien qui associait ses sensations au son de la cloche. Ayant répété ce conditionnement plusieurs fois, Pavlov découvrit qu'il lui suffisait de sonner la cloche pour que le chien se mette à saliver, même en l'absence de nourriture. Quel lien y a-t-il entre Pavlov et Pepsi? Tout d'abord, Pepsi se servit de Michael Jackson pour nous mettre dans l'état affectif désiré, puis il nous présenta son produit. Les séquences répétées de ce conditionnement créèrent un lien émotif chez des millions de fans de Michael Jackson. Fait encore plus surprenant, celui-ci ne boit même pas de Pepsi dans la publicité. Il refusa même de tenir une canette de Pepsi vide devant les caméras. Vous devez penser, cette compagnie est folle de verser 15 millions de dollars à un gars qui ne veut même pas tenir son produit dans la main et qui l'avoue publiquement. En fait, c'était une idée géniale. Les ventes grimpèrent en flèche à tel point que El Aguirre offrit ensuite au chanteur un contrat de 20 millions de dollars. Aujourd'hui, parce qu'il réussit à modifier la façon dont les gens se sentent, Michael vient de signer avec Sony CBS un contrat de 10 ans dont la valeur dépasserait le milliard de dollars. Sa faculté de modifier les états affectifs des gens en fait un être d'une valeur inestimable. Ce qu'il faut comprendre ici, c'est que tout cela est fondé sur les associations entre des sensations agréables et des comportements précis. En d'autres termes, c'est l'idée que si nous employons tel produit, nous réalisons nos fantasmes. Il suffit d'écouter les publicitaires pour se convaincre que les propriétaires de BMW sont des êtres extraordinaires et doués d'un goût exceptionnel. Que les conducteurs de Hyundai sont intelligents et économes. Qu'une Pontiac est une source d'exaltation. Qu'on éprouve une sensation merveilleuse au volant d'une Toyota. Il nous assure que l'eau de Cologne Obsession nous transportera aussitôt au cœur d'une orgie avec des membres des deux sexes. Que boire du Pepsi permet de faire du jazz improvisé avec Monsieur C. Hammer et d'être branché. Que si on veut être une bonne mère, il faut donner à ses enfants des tartes aux fruits, des gâteaux ou des biscuits hostess. Les publicitaires ont remarqué que s'ils peuvent susciter chez les consommateurs un plaisir assez grand, ces derniers sont souvent prêts à surmonter leur peur de la douleur. Le sexe se vend bien est une maxime populaire en publicité, et il ne fait aucun doute que les associations agréables de la publicité imprimée et télédiffusée liées au sexe atteignent leur but. Observez ce qui fait vendre le blue jean. Qu'est-il au fond? Autrefois, c'était un pantalon de travail, fonctionnel et laid. Quelle image lui donne-t-on aujourd'hui? Il est devenu le symbole international de tout ce qui est sexy, à la mode et jeune. Avez-vous déjà vu une des pubs pour vanter le jean Levi's 501? Pouvez-vous m'en donner le sens? Elles n'en ont aucun, n'est-ce pas? Elles sont tout à fait déroutantes. Mais, en fin de compte, on a l'impression très nette que la sexualité y joue un rôle important. Cette sorte de stratégie fait-elle vraiment vendre les jeans? Et comment? Levi's est aujourd'hui le premier fabricant de jeans en Amérique. Le pouvoir d'influencer nos associations est-il limité à des produits comme les boissons gazeuses, les automobiles et les blue jeans? Bien sûr que non. Prenez l'humble petit raisin sec, par exemple. Savez-vous qu'en 1986, le California Raisin Advisory Board était très inquiet en dépit de l'énorme récolte qu'il prévoyait? En effet, au cours des ans, les ventes des entreprises baissaient d'1% par an. En fin de compte, celles-ci se sont adressées aux agences publicitaires et leur ont demandé ce qu'il fallait faire. La solution était simple. Elles devaient modifier les sentiments qu'avaient les consommateurs pour les raisins secs. Pour la plupart des gens, les raisins étaient timides, esselés et ennuyeux, si l'on en croit Robert Finet, ex-directeur du conseil. La tâche était claire. Insuffler un nouvel attrait émotif pour ce fruit ratatiné. C'est-à-dire qu'il faut associer à ce fruit les sensations que les gens voulaient. Ratatiné et sec ne sont pas les sensations que la plupart des gens associent au bien-être. Les producteurs de raisins se demandèrent ce qu'ils pouvaient associer à leurs produits pour convaincre les consommateurs de l'acheter. À cette époque, un vieux tube connaissait un regain de popularité dans tout le pays. Ihr die Trug the Grapevine.
Mon petit doigt me l'a dit. Grapevine signifie vigne au sens propre. Pour les producteurs de raisins, la solution idéale serait de se servir des sensations qui procurent aux gens un sentiment de bien-être et de les associer à leurs produits pour leur donner un petit air à la mode. Ils engagèrent donc un animateur inventif du nom de Will Winton, qui créa une trentaine de figurines d'argile en forme de raisin, chacune dotée d'une personnalité distincte, et les fit danser sur l'air de la chanson à succès. C'est ainsi que les raisins de Californie virent le jour. La première campagne de publicité fit immédiate, sensation et créa dans l'esprit des consommateurs le lien espéré par les producteurs de raisins. En voyant danser les petits raisins secs à la mode, les consommateurs associèrent de puissants sentiments de plaisir, d'humour et de joie à un fruit autrefois jugé si ennuyeux. Le raisin sec était réinventé comme exemple de la supériorité californienne et chacun des messages publicitaires lançait implicitement l'idée que quiconque en mangeait était également branché. Ainsi, les ventes de raisins secs connurent une hausse annuelle de 20%. Les producteurs avaient réussi à modifier les associations que faisaient les consommateurs avec leurs produits. Au lieu de penser ennui, les consommateurs associaient désormais l'excitation et le plaisir aux raisins secs. Certes, l'usage de la publicité comme outil de conditionnement ne se limite pas au seul bien de consommation. Malheureusement ou heureusement, la télévision et la radio sont utilisées fréquemment pour changer l'image des hommes politiques. Nul ne le sait mieux que l'analyste politique et forgeur d'opinion Roger L., qui orchestra les éléments clés de la campagne électorale de Ronald Reagan en 1984 contre Walter Mondale. Il fut également, en 1988, le maître d'œuvre de la campagne électorale de George Bush contre Michael Dukakis. Monsieur L conçut une stratégie pour présenter une image négative de Dukakis sur 3 points précis: la défense, l'environnement et le crime, afin que les électeurs associent des sensations pénibles à sa personne. Un message publicitaire dépeignait Dukakis sous les traits d'un gosse jouant à la guerre, dans un tank. Un autre semblait le rendre responsable de la pollution du port de Boston. Le plus célèbre montrait des criminels quittant les prisons du Massachusetts par une porte tournante, et faisait référence à l'énorme impact négatif suscité par l'affaire Willie Horton dans tout le pays. En effet, le meurtrier Willie Horton, qui avait été libéré dans le cadre d'un programme controversé de permission de sortie, mis en œuvre dans l'État d'où était originaire Michael Dukakis, n'était pas retourné en prison et avait été arrêté 10 mois plus tard après avoir terrorisé un jeune couple en violant la femme et en agressant l'homme. Bien des gens manifestèrent leur désaccord avec ces images négatives dans les messages publicitaires. Et, pour ma part, cela me sembla être de la manipulation. Toutefois, il est difficile de discuter de leur efficacité parce que les gens se donnent plus de mal pour éviter la douleur que pour rechercher le plaisir. Bien des gens n'ont pas apprécié le déroulement de la campagne électorale, et George Bush était parmi eux, mais on ne peut nier que la douleur est un puissant motivateur et qu'elle influence le comportement des gens. La force qui détermine l'opinion internationale et les habitudes d'achat des consommateurs est la même qui détermine toutes nos actions. À nous de la maîtriser et de choisir consciemment nos actes, car si nous ne dirigeons pas nos propres pensées, nous tomberons sous l'influence de ceux qui veulent nous entraîner à adopter les comportements qu'ils désirent. Parfois, ces actes sont ceux que nous aurions commis de toute façon, mais ce n'est pas toujours le cas. Les publicitaires savent comment changer les raisons pour lesquelles nous associons la douleur et le plaisir en modifiant les sensations que nous associons à leurs produits. Si nous voulons prendre notre vie en charge, nous devons apprendre à faire de la publicité dans notre esprit, et nous pouvons le faire en un tournement. Comment? Il suffit, pour cela, d'associer une douleur intense aux comportements que nous voulons abandonner, et nous ne songerons même plus à les adopter. Y a-t-il des actions que vous ne commettriez jamais? Pensez aux sensations que vous associez à ces actions. Si vous associez ces mêmes sentiments et sensations aux comportements que vous voulez éviter, vous les bannirez à jamais de votre vie. Puis, associez simplement le plaisir aux nouveaux comportements que vous désirez adopter. Grâce à la répétition et à l'intensité émotive, vous pouvez vous conditionner à adopter ces comportements jusqu'à ce qu'ils deviennent automatiques. Quelle est donc la première étape à franchir pour créer un changement? Il s'agit simplement de prendre conscience du pouvoir qu'exercent la douleur et le plaisir sur chacune de nos décisions, et par conséquent, sur chacune de nos actions. Être conscient, c'est comprendre que des liens se tissent constamment entre les idées, les mots, les images, les sons et les sensations de douleur et de plaisir.
Je conçois qu'il faille éviter les plaisirs qui entraînent de grandes douleurs et convoiter les douleurs qui débouchent sur de plus grands plaisirs. Michel de Montaigne. La plupart d'entre nous fondent leurs actions sur ce qui peut leur causer du plaisir ou de la douleur à court terme plutôt qu'à long terme. Pourtant, pour réussir, la plupart des choses pour lesquelles nous accordons de la valeur exigent que nous dépassions le mur de la douleur à court terme pour en retirer du plaisir à long terme. Il faut mettre de côté les moments passagers de terreur et de tentation et se concentrer sur ce qui compte le plus à long terme, vos valeurs et votre idéal. N'oubliez pas non plus que ce n'est pas la douleur ressentie qui nous gouverne mais la peur de la douleur. Ce n'est pas non plus le plaisir effectif qui nous commande, mais la croyance, la certitude, que telle ou telle action nous apportera du plaisir. Nous ne sommes pas guidés par la réalité, mais par notre perception de la réalité. La plupart des gens s'attardent sur la manière d'éviter la douleur et d'obtenir du plaisir à court terme. Ce faisant, ils se créent une souffrance à long terme. Prenons un exemple. Supposons que quelqu'un veut perdre quelques kilos superflus. Je sais que cela n'a jamais été votre cas, mais faisons semblant. D'une part, cette personne réunit un ensemble d'excellentes raisons pour maigrir. Elle jouirait d'une meilleure santé et d'une vitalité accrue. Elle aurait plus de facilité pour s'habiller. Elle aurait plus confiance en elle avec les gens du sexe opposé. D'autre part, elle a autant de bonnes raisons de ne pas maigrir. Elle devra se mettre au régime, elle aura constamment faim, elle devra résister à son envie de manger des aliments qui font grossir. Et, de plus, pourquoi ne pas attendre après les fêtes? En pesant ainsi le pour et le contre, bien des gens hésiteraient, la douleur à court terme occasionnée par les privations alimentaires dépassant largement le plaisir éventuel qu'ils associent à une silhouette plus fine. À court terme, nous évitons la douleur des tiraillements de la faim, et nous nous procurons un plaisir immédiat sous forme d'une poignée de chips. Mais ce plaisir ne dure pas. À long terme, nous sommes de plus en plus déçus de nous sans oublier que notre santé se détériore. Rappelez-vous que tout ce que nous désirons de sérieux exige que l'on dépasse la souffrance à court terme, afin d'atteindre un plaisir à long terme. Si vous voulez un corps magnifique, vous devez le sculpter, ce qui exige de vous que vous souffriez à court terme. Après quelques séances, l'exercice devient un plaisir. Il en va de même pour les régimes alimentaires. Toute forme de discipline exige que l'on dépasse la douleur. Les affaires, les relations, la confiance en soi, la forme physique et les finances. Comment dépasser notre inconfort et trouver l'élan nécessaire pour vraiment atteindre nos objectifs? Commencez par prendre la décision de surmonter l'inconfort. On peut toujours décider de ne pas tenir compte de la douleur à cet instant, et le mieux est de se conditionner soi-même. Un sujet que nous couvrirons en détail au chapitre 6. Un excellent exemple qui illustre la façon dont cette préoccupation à court terme peut nous entraîner dans une chute, comme aux chutes du Niagara, se reflète dans la crise actuelle qui frappe les institutions d'épargne. Cette crise est sans doute le résultat de la plus monumentale erreur financière jamais commise par un gouvernement. On estime à plus de 500 milliards de dollars le coût de cette erreur que devront rembourser les contribuables. Pourtant, la plupart des Américains en ignorent la cause 5. Ce problème sera sans doute une source de souffrance du moins, économique pour tous les hommes, femmes et enfants des États-Unis, et ce, pour les années à venir. Lors d'un entretien avec elle, William Sedman, président de la Resolution Trust Corporation et de la Federal Deposit Insurance Corporation, celui-ci m'a confié, nous sommes le seul pays assez riche pour survivre à une erreur aussi monumentale. Quelle est l'origine de ce gâchis financier? Voici un exemple classique d'une tentative d'éliminer la douleur en réglant un problème, mais qui n'a fait qu'accentuer la cause de ce problème. Tout commença vers la fin des années 70 et au début de la décennie suivante avec les difficultés liées à l'épargne et au crédit. Les banques et les institutions financières avaient fondé leur commerce sur le marché des sociétés et des consommateurs. Pour qu'une banque réalise des profits, elle doit consentir des prêts dont les taux d'intérêt doivent être supérieurs à ceux que la banque accorde aux déposants. Dans les premières phases de ce problème, les banques se heurtèrent à des difficultés venant de tous les côtés. En premier lieu, elles encaissèrent un rude coup quand les grandes sociétés firent leur entrée sur un marché dont elles avaient autrefois l'exclusivité, celui du crédit. En effet, les grandes sociétés avaient découvert qu'en s'octroyant des prêts entre elles, elles réalisaient d'importantes économies en intérêts. Et c'est ainsi qu'elles développèrent ce qu'on appelle aujourd'hui le marché des effets de commerce.
Ce marché devint si prospère qu'il réduisit pratiquement à néant les profits de nombreuses banques. Entre-temps, de nouveaux événements se préparaient du côté des consommateurs. En effet, ces derniers ont toujours répugné à rencontrer l'agent au crédit d'une banque pour solliciter humblement un prêt qui devait servir à l'achat d'une voiture ou d'un appareil électroménager. Je pense pouvoir affirmer sans me tromper que c'était une épreuve pour la plupart des consommateurs, qui devaient se soumettre à un examen minutieux. Dans de nombreuses banques, ils n'avaient pas l'impression d'être estimés. Or, les concessionnaires de voitures eurent au fait de reconnaître ce fait et d'offrir des prêts à leurs clients, se créant ainsi une nouvelle source de profit. Ils constatèrent qu'ils pouvaient gagner autant d'argent en finançant leurs clients qu'en vendant des voitures. Les clients, pour leur part, appréciaient cette initiative, car ils bénéficiaient de taux d'intérêt moindres. L'attitude des concessionnaires de voitures était certes bien différente de celle des banquiers puisqu'ils avaient intérêt à ce que leurs clients obtiennent un crédit. Bien vite, les clients préférèrent ce mode de financement maison à la méthode utilisée jusque-là, car ils en appréciaient la facilité et la souplesse ainsi que les coûts inférieurs. Tout était réglé sur place par une personne courtoise qui voulait les avoir pour clients. C'est ainsi que General Motors Acceptance Corporation devint rapidement l'une des plus grosses compagnies de financement de voitures du pays. L'un des derniers bastions du crédit bancaire était le marché immobilier. Les taux d'intérêt et l'inflation avaient grimpé en flèche pour atteindre 18% par an, et personne ne pouvait affronter les traites mensuelles qu'entraînaient des prêts consentis à ce taux élevé. Comme vous pouvez l'imaginer, les prêts hypothécaires connurent une baisse importante. À cette époque, les banques avaient perdu la plupart des clients du secteur des entreprises, ainsi qu'une grande part du marché des prêts auto, tandis que les prêts hypothécaires se raréfiaient. Les épargnants leur portèrent un coup grave quand ils exigèrent un rendement plus élevé sur les dépôts à la suite d'une inflation élevée, alors que les banques accordaient encore des prêts à des taux d'intérêt beaucoup plus faibles. Les banques perdaient de l'argent chaque jour. Voyant leur survie en jeu, elles prirent deux décisions. En premier lieu, elles réduisirent les critères de qualification appliqués à l'octroi d'un prêt. Pourquoi? Parce qu'elles croyaient qu'à défaut d'agir ainsi, elles n'auraient plus personne à qui prêter. Or, si elles ne prêtaient pas d'argent, elles ne feraient pas de profit et en souffriraient. Si, par contre, elles pouvaient prêter de l'argent à des clients solvables, elles auraient du plaisir. De plus, les risques étaient minimes. Si elles prêtaient de l'argent et que les emprunteurs ne respectaient pas leurs obligations, les contribuables, autrement dit vous et moi, les rembourseraient de toute façon. Somme toute, elles prévoyaient très peu de souffrance et étaient fortement stimulées à risquer notre capital. Ces banques, ainsi que les institutions d'épargne et de crédit, firent des pressions sur le Congrès pour obtenir son appui, ce qui donna lieu à une série de changements. Les grandes banques comprirent qu'elles pouvaient prêter de l'argent aux pays étrangers qui manquaient désespérément de capitaux. Elles pouvaient très facilement verser plus de 50 millions de dollars à un pays. Il n'était plus nécessaire de faire affaire avec des millions de consommateurs pour prêter la même somme. Et, par la même occasion, ces prêts importants généraient des profits assez importants. Les directeurs de banque et les agents au crédit percevaient également des primes, liées à la valeur et au nombre de prêts octroyés. Désormais, les banques ne se préoccupaient plus de la qualité des prêts. Elles se souciaient peu de savoir si un pays comme le Brésil pouvait rembourser ou non. À vrai dire, beaucoup s'en fichaient même. Pourquoi? Elles faisaient ce qu'on leur avait enseigné. On les encourageait à spéculer avec l'assurance dépôt fédérale en leur promettant que si elles gagnaient, elles gagneraient beaucoup, et que si elles perdaient, nous paierions la note. Ce scénario comportait tout simplement trop peu de souffrance en perspective pour le banquier. Les petites banques, qui n'étaient pas en mesure de prêter à d'autres pays, découvrirent que, à défaut de cela, il était préférable de prêter aux promoteurs commerciaux américains. Elles réduisirent, elles aussi, leurs critères de qualification, afin que les promoteurs puissent emprunter sans verser l'équivalent de 20% de la somme en acompte, comme c'était le cas jusque-là. Quelle fut l'attitude des promoteurs? Ma foi, ils n'avaient rien engagé puisqu'ils se servaient uniquement de l'argent des autres et que, à l'époque, le Congrès avait adopté tellement de mesures fiscales visant à favoriser la construction commerciale que les promoteurs n'avaient absolument rien à perdre. Ils n'avaient plus besoin d'étudier l'état du marché ni de voir si le futur édifice était bien situé ou s'il était de la bonne dimension. Le seul hic dans toute cette histoire, c'est qu'ils bénéficieraient de la plus incroyable déduction fiscale de leur vie. Ainsi,
Les constructeurs se mirent à construire sans réfléchir, créant un excédent sur le marché. Comme l'offre était beaucoup plus importante que la demande, le marché s'effondra. Les promoteurs retournèrent à leurs banques pour dire qu'ils ne pouvaient pas payer et les banques reprirent le même refrain auprès des contribuables. Malheureusement, nous n'avons personne vers qui nous tourner. Pis encore, comme nous avons été témoins des abus commis dans ce pays, nous supposons que quiconque est riche doit avoir profité de quelqu'un. Cela entretient une attitude de méfiance à l'endroit de bien des hommes d'affaires qui sont souvent ceux-là même qui fournissent les emplois permettant aux Américains de réaliser leurs rêves. Ce gâchis illustre notre manque de compréhension de la dynamique douleur-plaisir et l'inopportunité de tenter de régler des problèmes à long terme par des solutions à court terme. Ce sont également la douleur et le plaisir qui sont en arrière-fond du drame qui se joue à l'échelle mondiale. Pendant de nombreuses années, les États-Unis ont participé à une course aux armements avec l'URSS. Les deux pays fabriquaient l'un et l'autre de nouvelles armes destinées à la défense ultime. Si vous nous faites du mal, notre vengeance sera terrible. Cet effet de contrepoids s'accentua jusqu'à nous faire dépenser 15 000 $ par seconde en armes. Qu'est-ce qui incita brusquement Gorbatchev à renégocier une réduction des armements? C'est la douleur. Il commença à associer une énorme douleur à l'idée de tenter de faire concurrence à nos armements. Financièrement, c'était impossible. Il ne pouvait même pas nourrir son propre peuple. Or, les gens qui ne mangent pas se soucient davantage de leur estomac que de fusils. Ils sont plus intéressés à remplir leur garde-manger qu'à accroître l'armement de leur pays. Ils finissent par croire que leur gouvernement dépense leur argent futilement et exige des changements. Gorbatchev a-t-il modifié son attitude parce que c'est un homme extraordinaire? Peut-être. Mais une chose est certaine, il n'avait pas d'autre choix. La nature a placé l'humanité sous la gouverne de deux maîtres souverains. Douleur et plaisir. Ils régissent toutes nos actions, nos paroles et nos pensées. Chaque effort que nous faisons pour nous libérer de leur tutelle ne fait que la mettre en valeur et la confirmer. Jeremy Bentham. Pourquoi les gens s'entêtent-ils à poursuivre une relation insatisfaisante, alors qu'ils sont peu disposés à trouver des solutions ou à y mettre fin pour continuer leur vie? C'est parce qu'ils savent que le changement mène à l'inconnu et qu'ils croient, pour la plupart, que l'inconnu sera beaucoup plus pénible que ce qu'ils sont en train de vivre, comme l'affirment les vieux dictons, un tien vaut mieux que deux tu l'auras et il vaut mieux un danger qu'on connaît qu'un danger qu'on ne connaît pas. Ces croyances fondamentales nous empêchent de prendre les initiatives qui pourraient transformer notre vie. Pour entretenir une relation intime, il faut surmonter sa peur du rejet et ne plus craindre de paraître vulnérable. Si on veut se lancer en affaires, il faut vaincre sa peur de l'insécurité. En fait, la plupart des actions sérieuses dans notre vie exigent que nous allions à l'encontre du conditionnement de base de notre système nerveux. Nous devons surmonter toutes nos réactions préprogrammées et, dans bien des cas, transformer notre peur en pouvoir. Souvent, la peur qui nous domine n'est pas justifiée. Ainsi, certaines personnes associent de la douleur au fait de prendre l'avion bien que cette phobie soit sans fondement logique. En fait, elles réagissent à une expérience douloureuse de leur passé ou même à un futur imaginaire. Elles ont sûrement entendu parler d'accidents d'avion dans les journaux et elles évitent les avions, se laissant ainsi dominer par leur peur. Nous devons nous efforcer de vivre dans le présent et de réagir aux choses qui sont réelles et non à nos peurs de ce qui était autrefois ou qui pourrait être un jour. Ce qu'il faut retenir toutefois, c'est que nous ne fuyons pas la vraie douleur, mais bien ce qui, dans notre esprit, nous causera de la douleur. Opérons maintenant quelques changements. Notez d'abord, par écrit, 4 actions nécessaires que vous avez toujours différées. Peut-être avez-vous besoin de maigrir ou de cesser de fumer. Peut-être vous faut-il communiquer avec une personne avec qui vous êtes brouillé ou reprendre contact avec une personne qui compte pour vous. Deuxièmement, pour chacune de ces actions, écrivez les réponses aux questions suivantes. Pourquoi n'ai-je pas agi? Jusqu'à présent, quelle douleur ai-je associée à cette action? En répondant à ces questions, vous comprendrez mieux que ce qui vous a retenu, c'est que vous avez associé une plus grande douleur au fait d'agir qu'au fait de ne pas agir. Soyez honnête avec vous-même. Si vous pensez « je n'associe aucune douleur à cette action », réfléchissez encore un peu. Il s'agit peut-être d'une douleur simple associée à la nécessité de prendre un peu de temps sur votre horaire chargé. Troisièmement, notez tout le plaisir que vous avez éprouvé, jusqu'à présent, dans le fait de vous conformer à ce modèle négatif. Par exemple,
Si vous pensez que vous devriez maigrir, pourquoi avez-vous continué de manger des plateaux entiers de carrés au chocolat, d'énormes sacs de chips et des douzaines de boissons gazeuses? Certes, vous évitez la douleur de vous priver. En même temps, vous agissez ainsi parce que cela vous procure un bien-être instantané. Cela vous donne du plaisir. Un plaisir immédiat. Personne ne veut renoncer à cela. Pour amorcer un changement durable, il faut trouver une nouvelle façon d'éprouver le même plaisir sans conséquences négatives. En identifiant le plaisir que ce comportement vous a procuré, vous pourrez mieux agir. Quatrièmement, écrivez quel prix il vous faudra payer si vous ne changez pas maintenant. Que arrivera-t-il si vous ne cessez pas de manger autant de sucre et de gras? Si vous ne cessez pas de fumer? Si vous ne faites pas cet appel téléphonique important? Si vous n'adoptez pas un programme sérieux d'exercice? Soyez honnête avec vous-même. Qu'est-ce que ce comportement va vous coûter au cours des 2, 3, 4 ou 5 prochaines années? Quel prix affectif devrez-vous payer? Quel prix, en termes d'image de soi, d'estime de soi? Quel coût financier devrez-vous assumer? Que vous en coûtera-t-il dans vos relations avec ceux que vous aimez le plus? Quel sentiment cela provoque-t-il en vous? Ne dites pas simplement « cela me coûtera de l'argent ou je serai obèse ». Ce n'est pas suffisant. Vous devez vous rappeler que nous sommes gouvernés par nos émotions. Donc, familiarisez-vous avec la douleur et voyez-la comme une amie qui peut vous conduire vers une nouvelle réussite. La dernière étape consiste à écrire tous les plaisirs que vous procurera chacune de ces actions maintenant. Dressez une longue liste qui vous stimulera émotivement et vous emballera vraiment. J'aurai le sentiment de prendre vraiment ma vie en main, de savoir que c'est moi qui commande. J'aurai davantage confiance en moi. J'augmenterai ma vitalité et mon état de santé. Je renforcerai toutes mes relations. Je fortifierai ma volonté et pourrai la mettre à contribution dans tous les domaines de ma vie. Ma vie s'améliorera en général, et ce, dès maintenant. Et aussi pour ces 2, 3, 4, 5 prochaines années. En passant à l'action, je vivrai mon rêve. Envisagez toutes les conséquences positives de cette action tant dans le présent qu'à long terme. Je vous incite à prendre le temps de faire cet exercice maintenant et de tirer parti de l'élan magnifique que vous avez pris en lisant ces pages. Carpe diem. Saisissez le moment présent. Il n'y a pas d'autre temps que le présent. Mais si vous mourrez d'envie de passer au prochain chapitre, alors, je vous en prie, ne résistez plus. Assurez-vous cependant de revenir à cet exercice plus tard, afin de vous montrer le contrôle que vous possédez sur les doubles pouvoirs de la douleur et du plaisir. Ce chapitre vous a montré que ce à quoi nous associons la douleur et le plaisir influence chaque facette de notre vie, et que nous avons le pouvoir de modifier ces associations, donc, nos actions et notre destin. Mais, pour ce faire, nous devons comprendre. Fin du chapitre 3.